pense que nous sommes maintenant en nombre avec les personnes à la fois présentes dans la salle et en visio. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui depuis la Maison des Sports de la province de Liège, puisque, comme vous le savez, le palais provincial est impossible à occuper pour le moment. Donc nous avons installé une petite salle en respectant toutes les mesures qui ont été demandées par le service de prévention et de sécurité ici de la province. Alors, avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame la gouverneure faisant fonction. Au niveau des groupes, Monsieur Rassa. OK. Monsieur Van de Bury. Madame François sera en retard pour cause de funérailles et Isabelle Sandy sera absente. Monsieur Capa. Monsieur Dessert, excusez. Madame Defranc. Monsieur Lejeune. Alors, Astrid Pascal est indisponible et Marie Monville n'arrive pas à se connecter, sauf si vous la voyez à l'écran. Je ne la vois pas, non. L'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité, vous a été envoyé par email avant le début de la séance. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper en fin de votre intervention. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, la réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même en visioconférence. La séance est ouverte à 16h30. 56 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Madame la directrice générale provinciale assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020. Ensuite, de la vérification des pouvoirs effectués par la commission spéciale de vérification, l'Assemblée admet M. Grégory Piron à la prestation de serment et à son installation en qualité de conseiller provincial en remplacement de M. Luc Navet, démissionnaire. M. Grégory Piron prête le serment constitutionnel en langue française. M. le Président le déclare installé dans ses fonctions de conseiller provincial. L'Assemblée adopte à l'unanimité le document 2021-156, motion du Conseil provincial de Liège en soutien aux travailleurs de FedEx TNT et à leurs familles. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 2021-A07, A08, A09 et A10. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021-147 à 156. L'amendement budgétaire 2021-AB-04 est reporté à la séance du mois de février à la demande de son auteur. Les amendements budgétaires 2021-AB-01, 03 et 05 sont rejetés. Les amendements budgétaires 2021-AB-02 et 06 ont été retirés par leurs auteurs. Le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020 est approuvé. La séance publique est levée à 18h10. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la prolongation de M. Jacques Tricnon dans ses fonctions de directeur financier provincial du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, conformément à l'article 3 du statut de pension du personnel provincial non enseignant. À la désignation de M. Valéry Brun pour un mandat de 5 ans renouvelable en qualité de directeur du département sciences et techniques de la Haute École de la province de Liège, à dater du 1er février 2021. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous avez reçu par mail l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 5 points. Le document 2021-11, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la participation de la province aux Journées Culture et Métropole. Le document A12, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'impact de la réforme des services de sécurité à attendre sur les institutions soutenues par la province. Le document
13, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative aux femmes dans la toponymie liégeoise. Le document 14, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la lutte contre la précarité menstruelle dans les écoles secondaires provinciales et à la haute école de la province de Liège. Et le document A15, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative à un accès Internet accessible et de qualité aux élèves et aux étudiants de la province de Liège. Pour la première question référencée /11, je donne la parole à Madame Nicole Maréchal. Et je réactive le son. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, il y a quelques semaines, j'ai lu le dernier numéro du journal de l'Université de Liège, le 15e, et mon attention a été attirée par cet article intitulé « Journée, culture et métropole ». Culture, métropole, moi je pense à la province. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il y a 21 ans déjà, en 2000, comme le temps passe, sur invitation à la fois de la Société libre de l'émulation et de l'interface université-culture, un symposium a été organisé rassemblant l'ensemble des acteurs culturels et ils se sont ensemble questionnés autour de quelle culture pour Liège. Les acteurs venaient de tout type de domaines, donc musicaux et variés, beaux-arts, galeries, danse, organismes d'éducation permanente, même tourisme, bibliothèque, journalistes culturels. Donc c'était vraiment, ça brassait énormément de monde. Un livre blanc est sorti de ces discussions. Et la ville de Liège, durant les 20 années qui ont passé depuis, a organisé régulièrement des ateliers de la culture. Alors, depuis 20 et même 21 ans, bien des changements ont eu lieu dans le paysage culturel. Alors, sont cités dans l'article le déménagement du théâtre de Liège, évidemment, place du 20 août, la restauration de l'ORW et de l'OPL, l'ouverture des salles des Grignoux, des salles de cinéma aux Sauvenières, le musée de la Bovry qui a été complètement rénové, réaménagé, la cité miroir, le réflector. Donc, la culture a encore développé sa place sur Liège. Je remarque néanmoins que l'article n'évoque que l'arrondissement de Liège. On attend encore, on le sait ici particulièrement, le déménagement de la bibliothèque des Chiroux. Et l'article insiste, et je pense que là-dessus, le député provincial sera d'accord avec moi, on insiste sur la dimension de la culture comme moteur de développement économique, social et d'inclusion. Alors, ce qui se fait, c'est que la ville de Liège organise de nouveau un rendez-vous avec les acteurs culturels métropolitains, dit-on, avec l'ULG en juin prochain. Ça se fera peut-être à la salle académique. Et l'objectif cette fois-ci, c'est de donner la parole à des spécialistes des pratiques culturelles, que ce soit des gens de terrain, des théoriciens, en prenant exemple sur les métropoles culturelles dont on sait qu'elles se sont servies de la culture pour faire face à une conversion post-industrielle. On a évidemment en tête les exemples de Lille, mais aussi Nancy, Nantes, c'est magnifique ce qui s'est fait à Nantes, ou Metz. Alors, l'article présente le bilan 2020, présente l'avenir du mois de juin, la prochaine réunion, mais il n'y a pas un mot sur la province. Or, si je repasse en revue les acteurs culturels cités, la province les soutient tous, peu ou prou. Donc, si on envisage en plus la culture au niveau d'une métropole, il me semble que la province répond mieux à cette définition, mais le bilan semble donc s'arrêter à l'arrondissement de Liège. Je voudrais donc savoir si la province a été associée à cette réflexion en 2000 et si elle va l'être en juin, et sinon, pourquoi ? Voilà, j'invite M. Luc Gillard, député provincial président à la tribune, pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je remercie Madame Maréchal de sa question. Et donc, je vais lui répondre assez brièvement, parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est bien une initiative de la ville de Liège et de l'université, qui sont à la base donc de ce projet de réflexion. C'est pour ça qu'il est question de culture à l'échelle métropolitaine. La province n'est pas une métropole. Mais c'est pas bien grave, parce que vous me posez la question. J'aimerais savoir si la province est associée à cette réflexion, et ma réponse est oui.
Donc la province de Liège était partie prenante dans de nombreux projets qu'elle soutient ici et forcément qu'elle entretient un dialogue. Et nous avons donc été conviés à ce titre pour participer à la réflexion. Et j'ai été sollicité pour développer la question de la supracommunalité. Et là, c'est là où la province a un rôle. Donc c'est la capacité donc, de mettre nos forces en commun, finalement. Et donc, j'en profite pour vous donner quelques infos qui vont un peu corriger ce que vous semblez aujourd'hui connaître. C'était effectivement prévu en juin, mais c'est reporté au printemps 2022. Et donc, effectivement, on invitait les professionnels de la culture et les représentants des 3 villes que vous avez citées, Nantes, Nancy et Metz, pour nous faire part de leur, je dirais, la manière dont la culture est venue participer au développement de ces métropoles. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, si ce n'est que nous restons toujours un partenaire qui participera en apportant notre contribution en matière de supracommunalité. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je vous rappelle que vous pouvez intervenir pendant 2 minutes maximum. Y a-t-il des demandes d'intervention? Nicole? Oui, mais juste un mot, Monsieur le Président. OK, tout dépend évidemment de... D'abord, je suis satisfaite que la province participe, évidemment. Il me semble que cette réflexion nous regarde au premier chef. Et tout dépend évidemment de ce qu'on met derrière le mot métropole. Liège Europe Métropole, c'est sans S à métropole. Hein. Donc, qu'on me dise que la métropole, c'est uniquement l'arrondissement de Liège, je pense que ça peut se discuter, peut-être pas nécessairement ici, mais on n'est pas nécessairement d'accord. Merci. Merci. Pour la deuxième question référencée à 12, je donne à nouveau la parole à Madame Maréchal. De la parole, Nicole. Ton micro. Ton micro, Nicole. Non, ton micro, pas ta vidéo. Oui, je vois bien, il faut qu'il veuille bien démarrer. Voilà. OK. C'est donc, coucou, encore moi. Je m'interroge évidemment sur les impacts de la réforme des services de sécurité sur les diverses activités soutenues par la province et je pense que chacun des conseillers provinciaux doit se poser ce type de questions. Depuis un certain temps, vous nous annoncez des difficultés budgétaires, étant donné les moyens importants qu'il va falloir investir dans les services de sécurité et vous nous avez déjà dit à plusieurs reprises, eh bien, lors de la première modification budgétaire de 2021, on pourra commencer à entrer un peu plus en détail sur l'impact de la réforme sur les actions de la province. Je voudrais y voir plus clair relativement rapidement parce que il y a déjà une décision prise à la IDE, l'intercommunale, puisqu'on sait que sur les années qui viennent, eh bien, la province va diminuer ses subventions et puis va se retirer de l'intercommunal, ce qui est un choix qu'on peut discuter, hein, qui ne me pose pas trop de problèmes, mais on voit qu'il y a déjà des impacts. La vente du château d'Arzé est un autre exemple. J'ai donc passé en revue les intercommunales pour voir ce qu'il en était, s'il y avait des risques. Je pense que dans la plupart des intercommunales, il y aura peu d'impact de la réforme, si ce n'est comme à Inodia, pour que la province ses dividendes, ce qu'elle ne faisait pas avant, puisqu'elle les laissait au bénéfice des communes. Donc, on peut aussi se poser des questions par rapport à la SPI, société coopérative qui est majoritairement détenue par la province. J'imagine mal qu'on diminue les moyens qui sont alloués. Et puis, il y a ces quantités de services qui dépendent structurellement, à nouveau peu ou prou, des subsides de la province. Ma question, je propose à chacun d'aller voir, c'est extrêmement varié et je n'ai par exemple pas encore évoqué le sport, mais il y a la culture, la santé, le secteur social, voilà. Donc, pour toute une série de ces institutions, vous venez en complément d'un autre pouvoir public, la région ou la fédération Wallonie-Bruxelles, et votre soutien est parfois important. Et puis alors, il y a tous les subsides ponctuels, évidemment, sur lesquels on ne va pas citer. Alors, est-ce que vous allez rapidement indiquer à tous ces partenaires
ce qui va se passer pour eux dans les années à venir, que ça soit brutal, puisque eux doivent aussi présenter des budgets à leur pouvoir organisateur ou à leur CA. Ils ont des projections à pouvoir faire. Ça, c'est une chose, l'information que vous pouvez donner à ces secteurs, mais deux, est-ce qu'on peut réfléchir, et j'aimerais assez qu'on le fasse au niveau aussi du Conseil provincial, est-ce qu'on peut réfléchir à des secteurs ou à des compétences par rapport auxquelles on pourrait passer la main à d'autres? Vous avez estimé que c'était le cas pour la IDE ou pour le château d'Arzé, et personnellement, j'adhère. Eh bien, voilà, on peut peut-être discuter de ça en s'assurant évidemment qu'en aucune façon, on ne mette les services et le personnel en danger. Je vous remercie de votre réponse. La parole est à vous, Monsieur le député président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Une petite précision. Donc, je n'ai pas dit que je limitais la métropole à l'arrondissement de Liège, mais j'ai dit que la province avait un rôle de supracommunalité et n'était pas une métropole. Et effectivement, la supracommunalité, elle comprend bien tout le territoire provincial. J'espère qu'on fait la distinction entre les deux. Bon. Alors, pour passer à la question que vous me posez par rapport à l'impact de la réforme, je dirais que nous entrons dans le processus du débat que vous souhaitez, puisque dans chacune des commissions pour le mois de mars prochain, puisque c'est là que nous aurons notre première session de modification budgétaire, on aura l'occasion, dossier par dossier, de constater finalement les choix qui sont faits. Mais moi, j'ai un peu de difficulté à partir du moment où, à chaque geste que l'on voudrait poser, forcément que l'acteur concerné ne peut pas voir le geste posé par la province comme quelque chose de très positif, puisque c'est assez logiquement plutôt une réduction. Mais expliquez-nous alors où on va trouver les moyens pour s'occuper de la sécurité civile et en particulier des pompiers, pour faire simple. Où est-ce qu'on doit trouver les moyens? Donc en gros, et vous le savez, on l'a déjà répété, il y a une première chose qu'on a immunisée, c'est le personnel provincial. On n'a pas dit qu'il n'y aurait pas une réflexion sur les départs volontaires ou les départs qui sont dus inhérents à la vie elle-même, bon, ou démissions, ou gens qui naturellement nous quittent pour faire autre chose dans leur vie. Là, il y a une réflexion à avoir, et c'est une réflexion sur le personnel. Mais nous-mêmes, nous avons fait un effort sur le fonctionnement, et je pense qu'on s'applique d'abord à nous-mêmes cet effort. Et puis, effectivement, partout où on est acteur, on a regardé de faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. Et vous prenez l'exemple de l'AIDE. Il y a une chose qu'on peut garantir, c'est que nous soutenons l'action de la IDE en matière d'émergement et d'épuration et d'égouttage. Et donc, on ne touche pas à cet aspect. Par contre, on subsidiait la IDE sans qu'il n'y ait une véritable raison et avec un véritable retour. Mon collègue a pris son bâton de pèlerin, est allé à la rencontre de l'institution et a expliqué la situation dans laquelle nous étions. Et nous sommes dans une situation où nous devons réallouer des moyens. N'est-ce pas logique, finalement, d'aller chercher ces moyens où il n'y a pas un véritable retour par rapport à l'investissement que nous faisons? Et je vous le dis, et je vous le répète, pour l'AIDE, nous protégeons notre apport par rapport à l'épuration elle-même, c'est-à-dire les métiers réels de l'AIDE. Alors, l'AIDE va donc, par rapport à un subside qu'on leur octroyait, faire un petit effort de fonctionnement. Ils vont faire exactement comme nous-mêmes allons devoir faire un petit effort de fonctionnement. Voilà, et donc, multiplier ça pour tous les dossiers que vous avez cités, et je ne vais pas rentrer dans le détail, je préférerais d'ailleurs que pour chacun d'entre eux, à chaque fois qu'ils se retrouveront impactés, le dossier se retrouvera, parce que c'est ça la transparence d'un conseil provincial, se retrouvera en commission, et chaque dossier méritera un débat de quelle a été la raison et l'opportunité du pourquoi nous avons fait ce choix. Je pense que vous reconnaîtrez que nous avons essayé finalement d'étaler le plus possible la problématique et surtout de la mettre dans la dynamique progressive dans laquelle finalement on nous contraint de nous engager. Parce que je rappelle à tout hasard que
Nous n'avons pas décidé un matin au collège que tout d'un coup on allait s'intéresser aux zones de secours. La raison en vient d'une décision du gouvernement wallon et une déclaration. Je pense que votre parti fait partie de l'accord régional et qui impose aux provinces de se saisir de cette matière. Voilà, je veux dire que nous ne sommes pas obéissants, mais en tout cas, on comprend l'enjeu politique qui est derrière cette demande. Donc, que dire de plus? Si ce n'est que je renvoie à chaque dossier demain en commission pour les débats nécessaires pour chacun d'entre eux, dans le détail, puisqu'ils seront visibles. Demain, une institution culturelle recevait un certain montant. Peut-être que ce montant sera réduit d'un certain pourcentage à l'aune de ce que l'on demande pour tout le monde. Alors, après, vous parlez des dividendes de Enodia. Je vous invite à lire la presse actuellement par rapport aux communes qui vont vendre leur participation dans Brutélé, ce que nous espérons assembler, puisque c'est ce qui constitue finalement la société Vous, de regarder que ces communes voient bien que depuis un certain nombre d'années, les dividendes se sont réduits. Ça, c'est un constat. C'est la même chose pour la province. Alors, dire que la province ne réclamait pas ses dividendes, c'est inexact. Ce que la province faisait, c'est qu'elle n'est pas rétribuée à hauteur de son poids dans le capital de la société. Mais, et vous l'avez rappelé, ou si vous ne l'avez pas rappelé, rappelons-le, c'est une intercommunale. Et donc, le dividende, il est distribué au travers d'un statut. Et ce statut précise un certain nombre de choses. Et je dirais que le statut, comme dans tout, peut être interprété. Alors, je pense que nous avions une interprétation relativement large pour les autres actionnaires, que nous ayons un débat âpre au sein de la société en question, pour qu'aujourd'hui, où on nous réclame des moyens pour les affecter à un nouveau secteur, ne me semble pas illégitime. Mais nous ne prenons aucun dividende aux autres, si ce n'est qu'on défend un peu mieux, finalement, nos intérêts. Et je pense que vous ne pourriez pas nous en vouloir, parce que, ou sinon, si on n'utilise pas ces méthodes, eh bien, alors, le prérequis que j'ai cité, c'est-à-dire la défense du personnel, et vous semblez également vouloir soutenir cette position, eh bien, nous ne pourrions pas tenir notre parole. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Nicole, je devine un pouce. Mais si, quand vous avez, je permettre peut-être un petit rappel de fonctionnement, quand vous avez une question à poser, si vous savez lever la main dans le programme, ce sera plus facile parce que je ne vois pas tout le monde en même temps, donc ce serait plus simple. Nicole, tu as la parole. Avec ton micro, c'est mieux. Hop, j'oublie ta croix. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député provincial pour sa réponse et donc, effectivement, on va pouvoir travailler en commission, compétence par compétence. Il sera intéressant qu'évidemment, après, au Conseil, le débat soit global. Donc, je voulais vous rappeler aussi, parce que vous précisez beaucoup de choses, je voulais vous préciser que la réforme dont question a été décidée au gouvernement wallon, auquel mon parti participe aussi, ainsi que les deux partis d'une majorité provinciale presque antédiluvienne. Hein. Alors, donc moi j'ai donné l'exemple de la IDE ou de Harzé en vous disant bien que j'agréais, hein, je trouve ça cohérent, c'est pas le métier de la province de s'occuper d'un hôtel par exemple, et à la IDE, il y a la présence de la SPGE, il y a les communes qui vont pouvoir compenser la perte du subside. Je dis simplement on peut ne pas avoir de tabou puisque nécessité fait loi et on peut se poser la question pour certaines des actions soutenues par la province de savoir si elles ne pourraient pas être remplies par d'autres en s'assurant évidemment que le personnel et services ne perdent aucune plume dans l'affaire. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer et que je voulais évoquer devant tous les conseillers provinciaux pour qu'on ait bien ça en tête. Il y a la difficulté de la réforme et puis peut-être, dans toute chose, je trouve qu'il faut voir les désavantages et les opportunités sans tabou. Voilà, merci. Merci, Madame la conseillère. Pour la troisième question référencée A13, je donne la parole à Madame Crane ou à Madame Lacombe. C'est Catherine Lacombe qui va prendre la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Tu as la parole, Catherine.
Bonsoir, chers collègues. Donc, la question s'intitule « Plus de femmes dans la toponymie liégeoise ». Une des thématiques portées par le mouvement féministe ce 8 mars sera la visibilisation des femmes dans l'espace public par la toponymie. S'il y a lieu aujourd'hui de mieux intégrer les expériences féminines dans la fabrique de la ville, notamment en prenant en considération les pratiques différenciées, la toponymie participe d'une présence féminine nécessaire à un partage égalitaire de l'espace et de l'imaginaire qui accompagne nos constructions sociales à partir de cet espace. La province de Liège construit, rénove et gère différents bâtiments et infrastructures. Les établissements scolaires ont souvent le nom de personnalités locales ou internationales qui ont marqué l'histoire politique, sociale, scientifique ou artistique. Même si le collectif Collective et Ardente milite pour que la ville de Liège rebaptise une grande place de Liège du nom de Germaine Martens, nous souhaitons également vous proposer de donner ce nom à l'école polytechnique de Herstal, une école qui propose diverses spécialisations techniques industrielles, une école située à 2 pas de la FN de Herstal. Cela peut constituer une première étape d'un processus de réflexion et d'action de l'autorité provinciale sur les noms qu'elle donne à ces divers bâtiments. Qui est Germaine Martens ? Je vous lis une rapide présentation issue de la revue trimestrielle du CAROP. Germaine Martens, née à Seraing en 1905 et décédée à l'âge de 89 ans, était femme-machine à la Fabrique nationale d'Herstal. Elle travaillait dans les dures conditions imposées par les patrons aux ouvrières considérées comme une main-d'œuvre à bon marché, taillable et corvéable à merci. Les rythmes infernaux, le bruit, les odeurs, l'huile et la crasse. Elle a été, avec ses camarades, une lanceuse d'alerte sur les discriminations des femmes au travail. Elle est à 2 ans de la pension lorsqu'elle s'engage, dès le premier débrayage du 9 février 1966, dans la grève des femmes machines de la FN, qui revendique à travail égal, salaire égal. Sans doute n'a-t-elle pas été la dirigeante de la grève. Ce serait oublier toutes celles et tous ceux qui se sont battus au comité de grève dans les organisations syndicales. Mais elle en a été incontestablement la leaduse charismatique. Dans un monde syndical presque exclusivement masculin, ces militantes ont osé chanter « Nous les femmes, on va marcher ». Que pensez-vous de cette proposition en particulier et que pensez-vous d'une réflexion plus globale sur la féminisation des noms donnés aux différents bâtiments provinciaux ? Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. J'invite à présent Madame Cathy Firquet, députée provinciale vice-présidente, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci Monsieur le Président. Madame Lacombe, Madame Crane, je vous remercie pour votre question qui surfe, si je puis dire, sur une certaine vague visant à renforcer la présence féminine partout où cela est possible. L'écriture inclusive, le gender budgeting, la toponymie sont autant de petits combats menés par quelques mouvements afin de donner davantage de place aux dames. Ils sont importants, certes, mais il ne faudrait pas non plus minimiser, par exemple, le mal-être potentiel de certains hommes confrontés à l'école maternelle quand ils y déposent leurs enfants, ou l'infirmier accoucheur, appelé logiquement ou pas sage-femme. Rassurez-vous, je peux évidemment comprendre certains des choix posés ou proposés, mais je reste également persuadée que les femmes ont davantage à gagner en y arrivant par leur travail et par leur mérite que grâce notamment à des quotas sur des listes électorales ou dans des conseils d'administration par exemple, ou encore par des choix visant à leur octroyer des noms de rues ou de places publiques. Vous le savez, la province n'est pas compétente, et vous l'avez dit d'ailleurs, pour les noms de rues, et ne pourrait donc réfléchir à juste titre qu'au niveau de ces bâtiments. Précisément donc sur vos 2 questions. Premièrement, sur la proposition de donner le nom de Germaine Martens à l'école polytechnique de Herstal. Vous le savez, ici aussi, à part les historiques Athénée provincial Guilagne de Flémal et lycée provincial Jean Boutz rue Hullos à Liège, aucun autre établissement d'enseignement provincial ne porte un nom d'homme ou de femme. Il s'agit uniquement de l'EP Herstal, l'EP Oui, l'IPE à la Raide ou encore l'EP Seraing, pour n'en citer que quelques-uns. Par ailleurs, bien que je sois sensible à l'histoire de Germaine Martens, je pense que d'autres femmes, au parcours peut-être plus inspirant
pour nos jeunes pourrait être proposée ainsi. Il me semble, malgré l'estime que je peux porter pour ce combat, que donner le nom d'une leader syndicale à une école n'est peut-être pas le modèle à choisir aujourd'hui pour nos jeunes. Notons enfin qu'en août 2018, une nouvelle école primaire implantée au cœur de l'école polytechnique de Seraing a été inaugurée. Le nom de Marguerite Guévart lui fut donné du nom de cet artiste peintre Jeumépienne. Illustration donc que la province, comme d'autres acteurs, peut suivre le mouvement. Deuxièmement, au niveau de la réflexion que vous amenez, réflexion plus globale sur la féminisation des noms donnés aux différents bâtiments provinciaux. Comme pour les écoles, très peu de bâtiments provinciaux portent en effet le nom d'hommes ou de femmes. Pour la plupart, nos bâtiments portent le nom du site sur lequel ils sont implantés, souvent en rapport avec l'histoire. Je pense notamment à Bleunimine, au domaine de Wégimont, au Val-Benoît, au bâtiment Opéra ou au site de la caserne militaire Saint-Laurent. De nouveau, la bien-pensance actuelle fait bien sûr que si de nouveaux bâtiments devaient voir le jour ou être inaugurés, et que si des noms de personnalités devaient être donnés, une attention serait accordée à la mixité. Vous savez néanmoins que la province s'inscrit plutôt actuellement dans une optique de rationalisation de son parc immobilier plutôt que dans les achats. Ainsi, à part les futurs emménagements des services de la culture à Bavière, dans le pôle des savoirs, ou les déménagements plus ou moins proches dans le temps des services santé et social sur le site de la caserne militaire Saint-Laurent, rien n'est donc programmé. Pour ce dernier site, ou pour les écoles d'ailleurs, bien que situé celui-ci dans le quartier Saint-Laurent, qui lui donne donc son nom, les ailes du bâtiment pourraient éventuellement changer de nom. Leurs dénominations actuelles ont été décidées par l'armée, toujours propriétaire du site, je le rappelle, mais nous pourrions en effet y penser une fois propriétaire des lieux, c'est une possibilité. Ainsi, un bâtiment Marianne Longuet pourrait être imaginé, même si, et elle ne m'en voudra pas, il serait peut-être plus inspirant pour nos jeunes, et je reviens à ce que j'ai dit pour les écoles, d'évoquer les noms de femmes contemporaines ayant marqué leurs esprits. Pourquoi pas Angèle, Louane, Nafissatou, Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, ou encore Christina Cordula. Pourquoi pas, pour parler aux jeunes. Madame Lacombe, Madame Crane, j'espère avoir répondu à votre interrogation. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Madame Crane. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste un peu attirer l'attention qu'aujourd'hui, moi je pensais que c'était une journée, une occasion rêvée pour parler de cette dame de la grève de l'AFN, parce qu'aujourd'hui, on a vu toutes ses collègues, avec 50 ans plus tard, qui ont manifesté aujourd'hui à Liège et en Belgique, pour revendiquer un accord interprofessionnel un peu plus décent. Et je pense que ça fait aussi partie de notre proposition d'attirer l'attention aux gens qui fonctionnent, qui font le travail à la base. Donc ce sont ces gens-là aussi qu'on a applaudi l'année passée, au mois de mars, quand on a commencé avec la crise du Covid, parce qu'on a commencé à dire que ce sont les héros de la société. Et alors, je pense aux femmes de titre-service qui ont manifesté aujourd'hui, aux infirmières, aux femmes enseignantes, etc. Et donc, ce qui est pour la jeunesse, je pense que les fils et les enfants de Madame de la gréviste de l'AFN et de toutes les grévistes sont fiers de leur mère, qu'elles ont vraiment apporter quelque chose au progrès de la société. Merci. Merci, Madame la conseillère. Pour la quatrième question référencée à 14, je donne la parole à Madame Schreen. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce sujet est peu évoqué, mais exige notre plus grande attention. C'est à l'occasion de ce 8 mars prochain qui représente la lutte des femmes pour plus d'égalité dans notre société, que je me permets d'évoquer une problématique qui touche nos adolescentes et nos étudiantes.
La problématique de la précarité menstruelle est une réalité qui touche bon nombre d'entre elles et la crise sanitaire et sociale qui empire la situation naturellement pour le moment. Le prix excessif du matériel hygiénique et intime est principalement la cause de cette précarité chez nos jeunes filles. Cette problématique a des conséquences au niveau de la santé, mais aussi au niveau du bien-être de nos jeunes filles et jeunes femmes. Une belle initiative a vu le jour pour lutter contre ce fléau dans la ville de Gand. La mise à disposition gratuitement de matériel hygiénique intime dans les écoles secondaires et supérieures pour les jeunes filles et jeunes femmes. Récemment, grâce au mouvement de la femme prévoyante, la ville de Liège a mis à disposition gratuitement de protection menstruelle dans le cadre de la distribution de kits de soins et d'hygiène aux étudiantes en difficulté. Nous ne sommes pas encore en Écosse, où depuis le 24 novembre 2020, le Parlement a voté une loi qui fait de la dignité menstruelle un droit et instaure dans la gratuité totale des protections périodiques. Mais nous pouvons déjà commencer, comme l'Écosse, il y a 2 ans, par rendre les protections menstruelles gratuites et disponibles dans tous les établissements du secondaire et de l'enseignement supérieur. La province de Liège, avec son département d'affaires sociales et son enseignement secondaire et supérieur, peut-elle envisager de généraliser la gratuité des protections menstruelles dans les différents établissements scolaires? Je suis certaine qu'elle trouvera l'appui et un partenariat efficace avec le monde associatif féministe. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère provinciale. J'invite Madame Muriel Brodeur-Huilin, députée provinciale à la tribune, pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues. Donc, Madame Skene, vous m'interrogez sur les actions que nous pourrions mener dans nos écoles pour lutter contre la précarité menstruelle. Je me réjouis que cette question fondamentale pour les droits des femmes soit désormais à l'agenda public et politique et qu'elle fasse de plus en plus l'objet de débats, tant dans les médias que dans les assemblées telles que le Conseil provincial. C'est d'ailleurs une question que j'ai évoquée récemment avec le collège de direction de notre haute école de la province de Liège. En effet, le prix des protections hygiéniques peut représenter un obstacle pour les jeunes filles les plus précarisées, pour qui ces produits sont devenus inaccessibles, avec de lourdes conséquences, comme le décrochage scolaire ou encore des problèmes de santé. Je suis ainsi heureuse de vous annoncer qu'avec le soutien du Conseil social de la Haute École, dès ce 8 mars, date choisie comme l'avait évoqué symboliquement, puisqu'il s'agit de la Journée internationale des femmes, les étudiantes pourront recevoir une aide de 80 € par an, un montant établi sur base d'un forfait calculé sur le prix standard des protections hygiéniques, et seule condition pour en bénéficier, être régulièrement inscrite à la maison et à la haute école. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, il faut rappeler que les élèves sont généralement mineurs. Nos centres PMS et nos centres PSE sont bien évidemment en première ligne pour conseiller et accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Je rappellerai que les CPAS ont également une capacité d'action de leur côté. Enfin, je tiens à évoquer le CAS, géré par ma collègue Cathy Firquet et installé sur le site de Saint-Laurent. Il s'adresse aux personnes sans domicile fixe, mais aussi à tout public en difficulté, petites ou grandes, passagères ou plus installées dans le temps. Le centre propose notamment un espace sanitaire permettant à chacun et à chacune de combler ses besoins de base en matière d'hygiène. Outre l'accès aux douches, aux machines à lessiver, aux séchoirs, la mise à disposition de matériel d'hygiène tels que savon, dentifrice, shampoing, mais aussi protection menstruelle est possible. Un nombre croissant de personnes en difficulté fréquentent cet espace dont une partie des étudiants. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs revenus d'appoint ou encaissent les difficultés de leurs parents
provoquée par la pandémie. Madame la conseillère, messieurs les conseillers, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce thème très difficile. Merci. Merci, Madame la députée provinciale. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir? Je vois une main levée chez Monsieur Mannery et chez Madame Moukas. Y en a-t-il d'autres? Vous avez la parole, Monsieur Mannery. Ah, Madame. C'était un applaudissement, Monsieur le Président. Aussi. Vas-y, Marc. C'était un applaudissement, en fait, Monsieur le Président. Excusez-moi. Ah. Alors, Madame Moukas, je crois. Je vous remercie. Un applaudissement. Moi aussi, c'est une bonne nouvelle, surtout juste avant la dernière intervention de Mme Katifirke. Donc, ça m'a vraiment... j'ai eu vraiment une... voilà. Je ne voulais pas encore revenir au sujet d'avant, mais bon, c'est très bien. Merci. Madame Chen. Ben voilà, moi je vous remercie beaucoup pour la réponse et pour les actions que la province fait pour nos jeunes femmes. Merci. Pour la 5e et dernière question, référencée à 15, je donne la parole à Monsieur Rassa ou à Monsieur Delray. Oui, c'est moi qui m'y colle, Monsieur le Président. Vas-y, Marc. Oui. Voilà, donc ça concerne la volonté de fournir un accès Internet accessible financièrement et de qualité aux élèves et étudiants de la province de Liège. Le 12 février dernier, les membres du réseau des médiateurs et ombudsman belges ont adopté une résolution par laquelle ils demandent aux autorités fédérales, régionales et locales de prendre les dispositions nécessaires pour considérer l'accès à Internet comme un besoin essentiel. La pandémie a entraîné une généralisation du télétravail et de l'enseignement à distance, avancent les médiateurs. Cela implique la nécessité de disposer d'une connexion à la fois abordable et suffisante. Tout en espérant un retour rapide à une vie sociale active sur les lieux de travail comme sur les écoles et les campus, c'est-à-dire donc une présence à 100%, l'accès à Internet restera un besoin de première nécessité, un droit aussi essentiel que l'accès à l'eau ou à l'énergie, vu la digitalisation rapide de nos sociétés. Tout en saluant les différentes décisions prises par la province en vue de réduire la fracture numérique, dont les conséquences se font évidemment sentir de manière très aiguë en période de pandémie, le PTB souhaiterait en savoir plus sur le degré d'équipement des bâtiments scolaires en matière d'installation Wi-Fi accessible pour les élèves et les étudiants. En effet, en période d'alternance, donc le fameux code rouge, entre des semaines ou des journées passées à l'école et d'autres consacrées à l'enseignement en distanciel au domicile, les besoins des élèves ne se limitent pas à la nécessité de disposer de matériel et de débit performants à la maison. À l'école aussi, une connexion Wi-Fi efficace et gratuite et disponible au moins pendant les périodes d'études est requise pour la préparation ou la finalisation, par exemple, des travaux à domicile, composant pour les élèves la partie de leur activité pédagogique prodiguée à distance. Une telle connexion performante est aussi nécessaire pour les enseignants, cela va sans dire. Or, d'après différents témoignages reçus, il semblerait que cette couverture Wi-Fi fasse encore défaut dans les différentes implantations de notre enseignement provincial secondaire. D'où ces questions. Existe-t-il un plan pour équiper les écoles secondaires d'enseignement ordinaire spécialisées ou en alternance de la province de Liège d'une connexion web performante? Cela veut dire d'abord l'équipement des écoles en fibre optique. L'opérateur Proximus a annoncé pas plus tard que le 11 février dernier sa volonté d'équiper les écoles secondaires en fibre optique d'ici 2023. WIN, encore filiale de Netis, peut-il envisager d'emboîter le pas à Proximus? Cela veut dire ensuite la mise à disposition d'un Wi-Fi accompagné d'un service d'authentification permettant aux élèves et aux membres du personnel d'accéder de façon sécurisée au réseau sans fil des différentes implantations de l'enseignement provincial. Est-il prévu de s'équiper d'un réseau du genre EduRoam, par exemple, pour le secondaire? Étant donné que la société VOO reste à ce jour la propriété d'Enodia Netis, serait-il concevable de lui demander de proposer une offre web accessible financièrement pour les jeunes défavorisés et pour les ménages modestes avec des jeunes scolarisés? Ou à tout le moins de prolonger son offre de trafic illimité pour ses clients, l'opération VOO d'abord, tant que les écoles restent en code rouge?
De façon plus générale, le pouvoir organisateur peut-il intervenir dans les frais d'abonnement des élèves en difficulté? Nous avons appris en commission que 400 étudiants de la haute école ont pu bénéficier de l'achat de clés 4G pour surfer correctement et gratuitement chez eux. La demande existe-t-elle dans les établissements secondaires? Est-elle rencontrée? Merci déjà pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. J'invite madame Muriel Brodeur-Villain, députée provinciale, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà, tout d'abord, soyez assurés que l'enseignement provincial partage vos préoccupations pour ce qui concerne l'accès à Internet de ses élèves, étudiants et enseignants. Comme vous le soulignez, il s'agit là d'un besoin de première nécessité dans notre société connectée et donc aujourd'hui d'un droit essentiel. Cette accessibilité représente un défi de taille pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Et comme je vais vous l'expliquer, la province s'est donné les moyens pour le relever. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous préciser les étapes de ce déploiement qui nécessite la mise en commun de l'expertise et des ressources humaines et financières de différents services provinciaux. Dans un premier temps, une étude de couverture est réalisée pour chaque bâtiment. Cette mission de consultance permet de définir le nombre d'antennes et la position adéquate de celles-ci pour assurer la meilleure couverture Wi-Fi dans les établissements concernés. Ensuite, le département des bâtiments, géré par mon collègue André Denis, doit tirer le câble complémentaire utile pour connecter les antennes. Ce sont souvent ces travaux qui sont les plus complexes à mener, surtout dans d'anciens bâtiments. Une fois les antennes acquises et connectées, elles sont générées par le département des systèmes d'information via un système centralisé. Je ne doute pas que l'état des lieux que je vais dresser à présent vous permettra de prendre la juste mesure de l'important travail déjà accompli par nos services. Sachez ainsi que dans l'enseignement secondaire, l'Athénée Guilingue de Flémal, l'EP et l'IPES de Herstal, l'IPES de Huy, l'IPES spécialisé de Micheroux, le site d'Ougré de l'IPES de Serein et de ceux de Huy et Liège de l'IPES paramédical sont équipés, les travaux ayant été réalisés soit en 2020, soit antérieurement. Les travaux sont planifiés pour les prochaines semaines et seront achevés pour la rentrée de septembre à l'EP de Huy, au lycée technique Jean Boutz, à l'implantation rue Célifs de l'IPES de Esbeil et à l'IPEA à la Rède. Pour ce dernier, la liaison par fibre optique fait aussi l'objet d'une étude. Quant à l'équipement de l'EP Serein, ainsi que l'EP et l'IPES de Verviers, les études sont toujours en cours et les travaux devraient débuter fin 2021. Reste enfin l'implantation rue de Huy de l'IPES de Esbeil, le site principal de l'IPES Serein à Gemep et le site de Verviers de l'IPES paramédical pour lesquels les études doivent être menées avec des travaux prévus en 2022. Du côté de notre haute école, les différents sites ont été les premiers à avoir été équipés et la couverture totale de tous les sites est aujourd'hui assurée. Et enfin, en ce qui concerne notre enseignement de promotion sociale, 7 des 8 instituts sont également équipés désormais, qu'ils soient hébergés au sein de nos écoles secondaires ou qu'ils soient, dès lors, dans leur propre bâtiment. L'IPEPS de Gemep le sera en même temps que l'IPES de Serein, dont ils partagent les locaux. En tout, ce sont ainsi plus de 500 antennes Wi-Fi qui sont actuellement déployées dans les bâtiments scolaires provinciaux, 361 pour la haute école, 146 pour les autres établissements. Pour ce qui est d'Eduroam, son principe est déjà appliqué depuis plusieurs années sur tous les sites connectés. Pour rappel, ce réseau offre un accès Wi-Fi sécurisé à Internet aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dont ceux de notre haute école bien évidemment, mais aussi ceux de nos instituts d'enseignement secondaire et de promotion sociale. Les utilisateurs d'un établissement membre de la convention Eduroam disposent d'un accès dans tous les autres établissements du réseau, partout dans le monde, en utilisant leur mot de passe habituel. Par ailleurs, l'authentification par le Wi-Fi est basée sur le même mécanisme que l'authentification aux outils d'apprentissage en ligne que j'ai eu l'occasion de présenter récemment lors d'une réunion de la 3e commission.
Par conséquent, les informations de connexion sont identiques, ce qui facilite la vie des utilisateurs. J'ai évoqué la fibre optique. Notre réseau interne fait déjà appel à cette technologie, le marché public avec publicité européenne ayant été attribué à WIN. Et nos écoles disposent d'une connexion Internet via le réseau Belnet, dont la bande passante a d'ailleurs été multipliée par 5 le 1er janvier dernier. En ce qui concerne vous, nous veillerons, comme nous l'avons déjà fait par le passé, à sensibiliser cette société à la situation des élèves et des étudiants, avec l'espoir qu'elle prolonge les actions promotionnelles qu'elle leur a déjà accordées. Le Collège provincial rédigera un courrier de sensibilisation à ce sujet. Permettez-moi enfin de vous signaler que face à la situation que nous connaissons depuis plusieurs mois, nos écoles, dans le secondaire, le supérieur et la promotion sociale, prêtent régulièrement du matériel informatique aux étudiants qui en ont besoin. Je suis également heureuse de confirmer que nos écoles d'enseignement secondaire ont notamment déposé des projets dans le cadre de l'enveloppe des 10 millions d'euros mise à disposition des écoles par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'achat de matériel. L'acquisition de près de 800 ordinateurs portables est aussi prévue et le marché public sera attribué prochainement. Vous l'aurez compris, les travaux sont bien avancés et nous progressons vers une couverture Wi-Fi complète de l'ensemble de nos bâtiments scolaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'enseignement de la province de Liège. Merci bien. Merci, Madame la députée provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Rafik. Je souhaite d'abord remercier évidemment Madame la députée pour la réponse bien circonstanciée, bien longue, bien détaillée. D'abord, je veux quand même préciser, enfin j'ai quelques questions, mais je vous enverrai peut-être ça par écrit, sur notamment la couverture par fibre optique. Si j'ai bien compris, c'est seulement un certain nombre de bâtiments qui seront couverts et pas la totalité. Et je voudrais aussi quelques précisions sur la connexion des élèves du secondaire, parce que c'était ça surtout l'objet d'une des questions, la connexion des élèves secondaires à un réseau Wi-Fi dans le bâtiment scolaire, dans leur école secondaire. Et donc si j'ai bien compris en tous les cas, cette connexion, mais en tous les cas, enfin, connaissant quelques IPS, cette connexion n'existe pas. Elle est aujourd'hui... Ok. Mais je vous enverrai une question pour avoir plus de détails, mais en tous les cas, vraiment, franchement, je suis épaté en tous les cas qu'un tel travail soit fait et qu'il y ait surtout une ambition d'une couverture à 100%. C'est une bonne chose et c'est le témoignage que la province est vraiment essentielle comme opérateur d'enseignement. Et puis alors, j'avais encore aussi... je serais en tous les cas content de recevoir le courrier dont vous avez parlé, que la province enverra à Enodia, parce qu'on trouve vraiment important que Netis, en tous les cas, en tant que coupole de vous encore, enfin, on espère encore pour très longtemps, comme opérateur aujourd'hui encore 100% public, soit attentif au fait que des jeunes qui sont en situation de précarité puissent avoir un accès à Internet chez eux. Et donc l'offre, évidemment, l'opération Vous d'abord puisse être prolongée, mais aussi qu'ils puissent avoir une offre gratuite pour les jeunes qui sont en situation de précarité. On sait qu'une facture de 40 € par mois, c'est une facture de 40 € qu'on ne saura peut-être pas payer. Et donc il faudrait qu'il y ait, comme je pense à la HEPL, un service social qui gère ces demandes-là, d'accord, et qui puisse faire intervenir vous pour permettre aux élèves en difficulté de bénéficier d'une bonne connexion chez eux. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. On peut donc clôturer ce point. Point en urgence. Le document 2021/176, motion concernant les décisions de la SNCB de fermeture et de réduction d'horaires de guichets de gare.
Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande d'inscription en urgence pour ce point. Conformément à l'article 72 de notre ROI, cette demande a été soumise à l'examen du bureau du Conseil provincial ce jeudi 25 février et celle-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Notre bureau a par ailleurs, je suppose que personne n'a d'objection pour examiner ce point en urgence. Notre bureau a eu un débat constructif sur cette motion. Le résultat de notre travail vous a été transmis par email avant le Conseil et le bureau du Conseil vous propose de l'adopter par consensus. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur le Président, j'étais un petit peu à prendre note. On parle de la motion sur les distributeurs ou la motion sur les guichets? Sur les guichets. Je viens de dire que nous avions eu un débat constructif. C'est bien. Donc, on vous propose de l'adopter par consensus. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Rafik. Donc simplement rappeler que le PTB a déposé une motion pour en tous les cas déplorer cette annonce de la SNCB et demander à tout le moins une suspension de cette décision le temps qu'une concertation avec les pouvoirs locaux et avec tous ceux qui sont concernés par cette décision, c'est-à-dire aussi, je pense, les offices de tourisme, je pense notamment pour des gares qui sont des portes d'entrée pour l'offre touristique en province de Liège comme celle de Spa. Je pense qu'on est directement concerné par la fermeture ou la réduction des plages horaires de ces gares-là. Et donc je me réjouis en tous les cas qu'on ait pu arriver à un consensus. Et donc nous allons voter la motion avec l'ensemble des groupes et nous suivrons, nous espérons en tous les cas que dans les 6 mois qui seront ouverts pour la concertation, on puisse revenir en partie sur ces décisions. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Peut-être un petit point d'information complémentaire. Le Conseil provincial en 2004 et en 2015 avait déjà pris le même type de motion. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Non, nous pouvons donc passer au vote. Je propose donc, s'il y a eu un consensus, d'approuver la motion qui a été élaborée par le bureau. Pas de problème, le groupe PTB, le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP. Je vous remercie. Cette motion est donc adoptée. Point 3 de l'ordre du jour, le document 175, motion visant le maintien d'agences bancaires et de distributeurs automatiques de billets de banque à proximité des domiciles des citoyens sur le territoire de la province de Liège. Madame Gaillard avait présenté cette motion qui émane de la conférence des élus de Wiwarem. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion. Je ne la vois pas. Oui, Sandrina. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais juste ajouter une petite chose. Donc, c'est issu donc de la conférence des élus de Wiwarem. Elle est envoyée à tous les conseils communaux de notre arrondissement. Et ce serait peut-être bien que que ce soit déposé dans tous les conseils communaux de la province. C'est une suggestion, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère provinciale. Je pense déjà avoir vu que pas mal de conseils communaux, même hors Wiwarem, ont déjà adopté cette motion, mais nous pouvons très bien leur faire savoir. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Pas d'autre intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions du bureau. Unanimité, le Conseil adopte la dite motion. Les points 4, 5 et 6 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 157, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Théâtre de Liège, exercice 2019, prévision 2020. Le document 158, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Orchestre Philharmonique Royal de Liège, exercice 2019, prévision 2020.
Et enfin, le document 159, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Conférence des élus Meuse-Condro-Esbeil, exercice 2019, prévision 2020. Ces 3 documents ayant soulevé des questions et remarques, j'invite le rapporteur, Mme Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Marie. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Votre première commission s'est réunie le 23 février et analysé les 3 rapports donc, que nous venons de citer. Pour les 3 rapports regroupés, un commissaire demande pourquoi le rapport arrive si tardivement. Il lui est répondu que le calendrier des opérations... il lui est précisé le calendrier des opérations. Donc, une fois l'année comptable clôturée, les SBL fournissent à l'administration provinciale au mois de juin suivant les éléments, et les éléments sont repris alors dans le rapport, donc un peu plus tardivement. En ce qui concerne le rapport 158, il n'a pas fait l'objet de questions spécifiques, et en ce qui concerne le rapport 159, relatif à la conférence des élus Meuse-Condro-Esbeil, un commissaire s'interroge sur l'équivalent temps plein qui a fait l'objet d'un recrutement. Il lui est répondu que c'est à la discrétion de la conférence que la sélection a été réalisée. Cette question devrait idéalement être adressée directement à la conférence, de même que les interrogations suivantes qui concernaient notamment l'échelle barémique et également les dépenses d'approvisionnement et de biens divers. Le commissaire demande également si la région wallonne a accepté d'accorder un subside pour éponger la perte de 2019. Vraisemblablement, aucune subvention de la région wallonne n'a été accordée pour 2019, mais une demande a été introduite pour l'exercice 2020 et est en bonne voie. Le commissaire demande à pouvoir obtenir le texte de la convention. Le député président propose de fournir une réponse circonstanciée lors de la prochaine séance. Le commissaire, enfin, s'interroge sur l'articulation entre la conférence des élus et la conférence d'arrondissement. Il lui est répondu qu'il s'agit de la même structure et que la conférence et Meuse-Esbeil-Condro était la Meuse-Esbeil-Condro était la structure préexistante. Enfin, le commissaire s'interroge sur le titre accordé à la personne engagée. On parle tantôt de directeur, tantôt de coordinateur. Les 2 intitulés sont repris dans le rapport. Il lui est répondu qu'il s'agit d'une même personne et que la question peut être adressée directement à la conférence d'arrondissement. En ce qui concerne le vote, je n'ai pas pris note en séance. Vous avez sans doute les informations. 8 voix pour et 3 abstentions. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Hop. Attends, mais je ne vois pas, moi. Si c'était possible de lever quand même votre main sur le programme, parce qu'on n'a pas tout le monde sur le même écran. On vous écoute. Son micro. Oui, je ne trouve pas la petite main sur le programme, désolé. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voulais juste rapidement justifier notre vote sur Meuse-Condro-Esbeil. Donc, vous m'entendez bien là? Oui. La conférence des élus Meuse-Condro-Esbeil est aujourd'hui le réceptacle des subsides supracommunaux de la province. On y discute des différents projets supracommunaux de l'arrondissement entre les 16 représentants des 4 partis traditionnels. Si globalement le PTB souscrit à ces projets, il y a un souci démocratique avec ce genre d'ASBL où les réunions ne sont pas publiques et où les projets ne sont soumis au vote de notre Assemblée provinciale qu'une fois certains marchandages terminés au sein de l'ASBL. Même si la structure de Meuse-Condro-Esbeil est plus représentative que les autres conférences d'arrondissement qui se limitent à une discussion entre bourgmestres, nous continuons à regretter que les débats ne soient pas organisés de manière publique au sein d'une institution élue comme celle de notre Conseil provincial. C'est la raison pour laquelle le PTB s'abstiendra sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le conseiller. Plus d'autres interventions?
j'allais vous proposer un vote sur les 3 motions, mais je suppose qu'il y aura un petit problème. Donc, je vous propose peut-être de regrouper le vote 157 et 158. Donc, sur le rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Théâtre de Liège, et le rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Philharmonique Royale de Liège, exercice 2019, prévision 2020. Pour ces 2 dossiers, peut-on globaliser le vote? OK. Qui est pour les conclusions? Unanimité, je vous remercie. Sur le document 159, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Conférence des élus Meuse-Condroy-SBL, exercice 2019, prévision 2020, qui est pour les conclusions de la commission, le groupe CDH-CSP, le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Point 7 de l'ordre du jour. Le document 160, modification du règlement portant le statut administratif et pécuniaire du directeur général provincial et du directeur financier provincial détenteur du grade légal. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Victoria Vandenberg, à nous en faire connaître les conclusions. Madame la directrice générale vient de quitter la salle. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre première commission a analysé le point susmentionné. Donc, une première remarque sur le but de cette modification du règlement. Donc, le but est de rendre ces postes accessibles aussi aux personnes non universitaires qui, au fil de leur carrière dans l'administration provinciale, atteindraient ce rang 1. Il y a donc une notion d'équivalence et de procédé plus équitable. Une première question est posée, l'examen va-t-il changer, vu qu'avant on s'adressait uniquement à des universitaires? Alors, il ne va pas changer, mais des conditions complémentaires seront là pour faire état de la connaissance des différentes personnes en la matière. Certains conseillers sont étonnés d'un tel assouplissement pour de tels postes à responsabilité. Il est expliqué que si on parvient à rentrer en ligne de compte pour ces examens, c'est que beaucoup d'expérience au sein de l'administration provinciale a été acquise. Une administration provinciale, voilà, qui est une administration de 6000 personnes et donc forcément beaucoup d'expérience est acquise au fil des années. Certains conseillers s'inquiètent de la volonté derrière cette modification. Fait-on bien cela pour répondre au cadre posé par la région ou est-ce car quelqu'un de particulier est dans les têtes? Il est répondu que vu les défis que la province aura à relever dans son futur proche, il est évident que la qualité de la personne est l'unique critère et il est aussi important de permettre des évolutions de carrière au sein de l'administration. Et une dernière question est posée sur les effets d'une évaluation favorable. Donc là, il y a eu une recherche qui a dû être faite et voici la réponse. Il s'agit ici donc de l'évaluation spécifique des 2 titulaires de grades légaux. 4 mentions sont prévues, excellente, favorable, réservée et défavorable, avec des critères chiffrés sur 100. L'évaluation excellente permet une annale supplémentaire. Les réservées et défavorables neutralisent l'évolution barémique et la favorable permet le développement normal de la carrière. 2 évaluations défavorables successives permettent par ailleurs d'envisager le licenciement. Ce point est voté à 8 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Lejeune. Bonjour à toutes et à tous. La discussion est intervenue en commission et a été portée par donc Marie Monville pour le groupe CDH-CSP. Je pense que le député président, dans ses réponses, l'a quelque peu rassuré. Donc, je viens ici à la tribune pour justifier le vote du groupe CDH-CSP. Nous soutiendrons ce point. Mais nous souhaitons réaffirmer que l'élargissement des conditions d'accès ne peut vraiment s'envisager que si le niveau d'exigence reste le même et nous y veillerons strictement. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention?
Non. Je peux donc clore la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Le groupe PTB, le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH-CSP. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour, le document 2021 AB/04, amendement budgétaire. Impact du Covid-19 sur les populations les plus fragiles, demande d'augmentation du budget consacré au département des affaires sociales. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, Madame Sabine Landrin, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, la deuxième commission s'est réunie ce mardi 23 février afin d'examiner le document 2021/AB/04 intitulé « Amendement budgétaire, impact de la Covid-19 sur les populations fragiles, demande d'augmentation du budget consacré au département des affaires sociales ». L'auteur de l'amendement a expliqué les raisons pour lesquelles elle souhaitait l'inscription d'une ligne budgétaire. En effet, avec cette catastrophe sanitaire, les OpenADO sont à leur maximum et il serait nécessaire d'engager du personnel. Elle demande si le directeur de l'OpenADO qui a souhaité quitter la province a été remplacé. La députée Cathy Firquet répond qu'après un appel en interne au service, un membre de l'équipe s'est porté candidat et a été désigné. Il n'y aura donc d'ailleurs pas d'engagement, notamment pour répondre en partie aux 15% de diminution du budget du service afin de financer les zones de secours. La députée explique qu'en collaboration avec la nouvelle directrice, une réflexion est menée sur le mode de fonctionnement des OpenADO afin de se recentrer sur leur mission première de prévention et sensibilisation. Les acteurs publics et associatifs seront interrogés. Une analyse objective des besoins est en cours, le but étant de retrouver du temps de travail. L'auteur de l'amendement a maintenu celui-ci. Le vote en commission s'est soldé par 7 votes contre, 3 votes pour et 2 abstentions. La commission vous propose de ne pas adopter l'amendement. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Sandrina, je regarde si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Non. Tu as la parole, Sandrina. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée nous a bien informé mardi que le service de l'OpenADO est en réflexion quant à son futur, que la réflexion devrait se terminer pour juin pour une mise en place de la nouvelle mouture en septembre. Quel ne fut donc pas mon étonnement hier matin lors de la conférence des élus de l'arrondissement de Wiwarem quand Manu Douette, le bourgmestre d'Anu, ville chère à notre président, nous annonçait qu'il avait reçu un courrier pour lui indiquer que la maison provinciale, le bâtiment se situe l'OpenADO, ainsi que la promotion sociale et quelques ASBL allaient être vendus. Il a également précisé que 90 autres bâtiments allaient être vendus, information confirmée, je pense, par le député président lors de sa commission. J'en conclus donc que la réflexion est déjà plus qu'avancée et que l'OpenADO fermera ses portes très bientôt, du moins celui d'Anu, et que les autres locataires devront se trouver d'autres locaux, ce qui est plus que regrettable et encore plus en cette période. Merci. Merci, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Madame la députée. Madame la conseillère. Non, je ne crois pas que l'OpenADO va fermer. Vous savez aussi que le processus de vente des bâtiments est parfois long, fort long à la province. Par contre, je confirme que la réflexion sur la suppression ou pas de certaines antennes, oui, est en cours. Ça, je l'ai dit en commission. Et donc, il se pourrait que l'OpenADO d'Anu reste. Et s'il devait rester, parce que ce serait le résultat de la réflexion des équipes, eh bien, il resterait ailleurs à Anu. Je ne vois pas en quoi ça pourrait non plus poser problème, puisque chaque OpenADO qui est implanté aujourd'hui sur une entité l'est dans le cadre d'un partenariat avec le secteur associatif existant sur l'entité. Et donc, nous sommes très souvent logés dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas, avec du personnel qui est mis à disposition par les associations partenaires et par l'OpenADO. On est dans une complémentarité systématique. Donc,
non, moi je ne peux pas vous confirmer que l'Open Ado d'Anu fermera. Je peux vous confirmer que la réflexion est en cours sur l'opportunité ou pas de recentrer les missions de l'Open Ado, et si ça devait amener cette réflexion vers la fermeture de certaines antennes, eh bien, vous serez la première informée dans le cadre du débat que nous aurons en commission. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe Écolo. Qui s'abstient? Le groupe PTB et le groupe CDH. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 9 de l'ordre du jour, le document 2021/161, désignation de comptables des matières effectifs et suppléants pour la Haute École de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 10 de l'ordre du jour. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL, Centre verviétois de promotion de la santé, exercice 2019, prévision 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Mme Déborah Colombini, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Déborah. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, une question double en réalité a été posée. Tout d'abord, on s'est interrogé sur le ratio entre le subside en nature et les 4,85 équivalents temps plein. Et également, donc, comment expliquer le déficit affiché de cette institution. Aucune réponse n'a pu être apportée en séance de commission, mais Madame la députée s'est engagée à transmettre au commissaire interrogateur les réponses attendues, et donc j'imagine que ça aurait été fait. Elle va nous le confirmer. Et l'opine de la tête, pas de souci. Parfait. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 11 de l'ordre du jour. Document 21/163. Octroi de subventions en matière de sport. Demande de soutien de l'ASBL Belgium Biathlon VOG. Convention de subventionnement 2020-2021 pour la promotion et le développement du biathlon en province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Madame Sandrina Gaillard, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Sandrina. Merci Jean-Claude. Donc pour le point 2021/163, il y a eu deux petites questions. Combien d'affiliés dans combien de clubs? Donc il y a 750 biathlètes en province pour 5 clubs, et on nous a précisé qu'un Almédien venait de terminer 15e aux championnats mondiaux de la semaine dernière. Les votes, je n'ai pas. Notre commission vous propose d'adopter ce point par 9 voix pour et 3 abstentions. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je clôt donc la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour. Le document 21/AB/07, amendement budgétaire. Création d'un article budgétaire à définir visant la mise à disposition d'outils informatiques pour permettre la scolarité à domicile. L'amendement budgétaire a été retiré par son auteur au vu des explications et informations données en troisième commission. Point 13 de l'ordre du jour. Le document 21/164, marché public de fourniture, mode de passation et conditions de marché relatif à l'acquisition de 794 ordinateurs portables de type Winbook destinés à être prêtés aux élèves de l'enseignement obligatoire.
Ce document a été soumis à l'examen de la troisième question et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Kappa, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, chers collègues, ce lundi 22 février 2021, votre troisième commission a examiné le document de 2021/164, mode de passation des conditions du marché, comme vous l'avez dit, relatif à l'acquisition de 794 ordinateurs portables de type Winbook, destinés à être prêtés aux élèves de l'enseignement obligatoire. Un commissaire pose la question de savoir ce qu'est un ordinateur de type Winbook et quelle est sa particularité, et aussi quelle est la différence avec Chromebook. Il lui a répondu que Chromebook est lié à Google et Winbook à Microsoft et qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Il fait remarquer qu'il craint que, comme dans le choix des logiciels, nous ne soyons piégés par le choix des ordinateurs. Il craint aussi que le Winbook ne soit d'un format trop petit et ne soit pas suffisant. Il lui a répondu que, suivant le cahier des charges, la dimension prévue est de 11,5 pouces à 14 pouces, ce qui rend le choix plus confortable et acceptable, car ces ordinateurs doivent être transportés dans des cartables. Le document est approuvé par 11 oui et 1 abstention. Voilà. Merci, Monsieur le conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale pour passer au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 14 de l'ordre du jour, le document 21/165, don d'une table traçante de marque HP à la Haute École de la province de Liège par la SA Luminus, bureau d'études de Serein. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Mannery, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Marc. Merci, Monsieur le Président. Et donc, ce lundi 22 février, votre troisième commission s'est réunie pour délibérer du point que vous venez de mentionner. Un commissaire s'est interrogé sur le fait que cette donation à ratifier date de 2016 et que le document passe seulement aujourd'hui, en 2021, devant le Conseil. En fait, la machine a été donnée à l'école, à la haute école, sans que la haute école sache qu'il fallait valider la donation. On s'en est rendu compte lorsqu'il a fallu réparer la machine et donc il a fallu se mettre en ordre et donc il faut que le don soit accepté par le Conseil. Ça reste un don assez modeste d'une valeur de 250 €. Votre troisième commission vous propose d'accepter ce don à l'unanimité. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 15 de l'ordre du jour, le document 166, adhésion à la centrale de marché de la cellule école numérique du service public de Wallonie, SPW, ayant pour objet la fourniture, l'installation et la mise à disposition de matériel informatique et de logiciels pédagogiques dans les établissements d'enseignement situés en Wallonie, marché s'inscrivant dans le cadre du plan école numérique. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 11 voix pour et 1 abstention que votre troisième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 16 de l'ordre du jour. Le document 21/167, prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre quatrième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 17 de l'ordre du jour, le document 21/168. Perspective de conclusion d'un bail amphithéotique afin de pouvoir bénéficier de bureaux et d'un studio d'enregistrement au sein du bâtiment dénommé OM pour les besoins du département musique de la culture.
Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 18 à 22 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir le document 169, rationalisation immobilière, perspective de mise en vente des quotités provinciales de la résidence Cortès, 6 boulevard d'Avroy 28 à Liège. Le document 170, rationalisation immobilière, perspective de mise en vente des quotités provinciales au sein de l'immeuble Les Carmes, situé avenue Montesquieu à Gemep-sur-Meuse. Le document 21/171, rationalisation immobilière, perspective de mise en vente des quotités provinciales au sein de la copropriété Complexe Saint-Jean, 6 boulevard de la Saunière 77 à Liège. Le document 21/172, rationalisation immobilière, perspective de mise en vente de la partie dénommée ancien bâtiment de l'immeuble 6 rue d'Archie 33 à Liège. Et le document 21/173, rationalisation immobilière, perspective de mise en vente de l'immeuble 6 rue de la Province 27 à Serein. Ces 5 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Catherine Auregard, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Catherine. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères et consoeurs conseillers, votre 4e commission s'est donc réunie pour examiner les documents de 169 à 173. 2 questions générales se sont posées sur l'ensemble des points regroupés. Un conseiller s'est interrogé sur les termes de quotité d'immeuble. Il voulait savoir s'il s'agissait de bâtiments occupés pour l'instant et dont la vente était prévue dans un certain temps. Il nous a été répondu qu'il s'agit aujourd'hui d'un vote sur le principe de la vente pour la liste de ces bâtiments et sur les estimations de prix. En effet, certains bâtiments ne pourront pas être vendus directement. Par exemple, pour certains, il va falloir attendre que les services aient déménagé dans leurs nouveaux locaux. Il nous a également été précisé qu'il y a plusieurs types de ventes. Pour les petits immeubles qui peuvent intéresser monsieur ou madame tout le monde, il s'agira d'enchères sur le site internet Bibit. Par exemple, une petite maison à Serein qui est estimée à 130 000 €. Par contre, un bâtiment estimé à plus de 2 millions, lui, ne sera pas proposé sur ce site Bibit. Un dossier détaillé a été constitué pour chaque immeuble. Il est suffisamment détaillé pour permettre, en ces temps un peu difficiles, de ne pas être obligé de faire une visite physiquement. Mais les retours d'offres seront centralisés au service des bâtiments et non confiés séparément à 2 notaires, suite à une expérience antérieure d'une vente d'un bâtiment à Verviers, et cette vente a duré plus d'1 an et demi. Ensuite, une conseillère a demandé s'il était envisagé de mettre un ou des bâtiments qui ne sont plus occupés à disposition d'associations sociales liégeoises qui apportent leurs aides aux sans-abri. Elle donne l'exemple de l'association Lazare, qui en France gère des maisons mixtes proposant des colocations à des jeunes actifs et réservant certains appartements à des sans-abri afin de les accompagner dans leur réinsertion. Il lui est répondu que ce n'est pas le choix actuel de la province. Par contre, le département des affaires sociales est en lien avec toutes les associations sociales liégeoises pour mener des actions et un gros budget a d'ailleurs été alloué récemment au CAS. De plus, il nous est précisé qu'à l'exception d'un appartement isolé et d'une petite maison, il ne s'agit pas au départ de bâtiments conçus pour le logement. Le logement, c'est plutôt des bureaux ou des classes. Il y aurait donc beaucoup de travaux à réaliser pour en faire des logements. Nous avons voté oui à l'unanimité. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Hop. Oui, Rafik. Simplement 2 petites minutes pour justifier notre vote. Donc on va s'abstenir sur toutes ces rationalisations immobilières. D'abord parce que nous n'avons pas une vue globale du plan de rationalisation immobilière dans lequel la province se lance actuellement. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, comme ça a été dit un petit peu en commission, il y a, je pense, une autre manière. Il y a une rationalisation nécessaire, je pense, parce qu'on construit des nouveaux bâtiments, donc c'est normal qu'on se sépare d'autres.
mais il n'y a pas de réflexion sur la manière dont on se sépare de ces bâtiments et de la manière dont on pourrait mettre à profit la période qui est très longue. Et Madame la députée l'a dit tout à l'heure, des fois pour vendre un bâtiment, on pourrait mettre à profit ces bâtiments pour même des choses plus des occupations culturelles. Bon, c'est pas le moment, c'est Covid et tout, mais je veux dire, il n'y a pas une réflexion sur la manière de mener à bien ou mener, en tous les cas, autrement ces ventes de bâtiments. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Plus d'autres interventions? Nous pouvons passer à un vote. Peut-on procéder à un vote globalisé? Monsieur le Président, j'ai levé ma petite main. Ah, mais vous ne l'aviez pas levé au début, Madame la conseillère. Mais je vous en prie, prenez la parole. Si, moi je fais comme on m'a dit, j'ai levé ma petite main. Juste pour préciser par rapport aux bâtiments inoccupés ou en vente, ici je vois qu'on rationalise et c'est bien de rationaliser son parc immobilier. Je pense que quand c'est possible, il faut le faire. Je rejoins Rafik sur le fait d'une réflexion, peut-être pas sur ceux-ci, mais sur d'autres, pour de l'occupationnel, soit effectivement, soit précaire de manière culturelle ou en liaison avec un certain nombre d'acteurs qui cherchent évidemment à pouvoir reloger ou en tout cas à loger même en urgence des personnes en difficulté, qu'elles soient avec ou sans papier. Donc moi je précise toujours les deux parce que c'est important à repréciser. Pour ce qui est de l'association Lazare dont ma collègue a parlé en commission, je voulais juste en profiter pour vous dire un mot. C'est vraiment une association qui prône l'habitat mixte, donc de ne pas remettre des personnes précaires avec ou sans papier, dans nécessairement des logements isolés, puisqu'on sait aussi que le fait de mettre les gens ensemble de manière non ghettoisée permet une insertion dans la société beaucoup plus rapide et beaucoup plus en harmonie. Donc voilà, je voulais juste repréciser par rapport à cette association. Je pense qu'on peut voir dans les futures rationalisations immobilières comment trouver des solutions avec l'un ou l'autre acteur liégeois ou autre, puisque j'imagine que d'autres bâtiments vont être mis en vente sur la province, pour trouver des solutions imaginatives et même de reprise par des immobilières sociales ou des choses comme ça, plutôt que de remettre nécessairement tout sur le privé. Merci. Merci, Madame la conseillère. D'autres réflexions, d'autres mains levées? Je n'en vois pas. Nous pouvons donc passer au vote. Pouvons-nous passer à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 5 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Le point 23 de l'ordre du jour, le document 174, marché public de travaux, procédure négociée directe avec publication préalable, mode de passation et conditions de marché, quai Timmermans à Liège, Direction générale des infrastructures et du développement durable, création d'un parking pour les agents provinciaux, parking Modler. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Guy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Donc, concernant le marché de travaux pour la création du parking de délestage sécurisé destiné aux agents provinciaux, donc le document 2021-174, une première question, pourquoi le nom modeleur? Donc, la réponse, il s'agit de l'endroit du parking sur le site de Sclassin. Seconde question, sera-t-il réservé uniquement au personnel de la province? Réponse, oui. Pendant les heures de bureau, il y aura près de 100 places avec accès sécurisé, badge, barrière, et qui sera à proximité, donc construit à proximité du trajet du futur tram. Question suivante. D'autres utilisateurs pourront-ils utiliser le parking en dehors des heures de bureau? Oui, sous condition et de manière bien encadrée, avec l'accord, bien sûr, de la province. Dernière question. Donc, le parking aura-t-il une contenance suffisante?
Réponse, normalement oui. Il y a un autre parking sur le bâtiment du Val-de-Noix, 60 places. Mais tout le personnel ne se dépasse pas qu'en voiture. Il y a des piétons, des cyclistes, d'autres en bus, en train, voire même du covoiturage. Donc le point est adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur le Conseil provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je revérifie une fois les petites mains, au cas où. Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 24 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal, de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare la clause de la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 22 mars 2021 à 16h30. En attendant, prenez bien soin de vous et à plus tard. Merci, salut. Merci, au revoir.